On a parfois tendance à limiter la Turquie à ses grandes plages baignées par la mer Méditerranée et à ses grands sites archéologiques de la côte égéenne. Mais, en se projetant vers l'Orient, encore au-delà de la Cappadoce, on découvre des régions moins connues qui méritent que l'on s'y attarde. Tout au long de son histoire mouvementée, l'est de la Turquie fut le siège d'empires florissants ou de royaumes éphémères, désireux de contrôler la route de la soie ou le chemin de la Perse. Chaque occupant y a laissé son empreinte. Vestiges des civilisations ourartéennes, ottomanes ou seldjoukides, monastères arméniens, églises syriaques, temples zoroastriens. Pour admirer toutes ces merveilles, notre périple va nous mener de Erzurum à Gaziantep, en longeant successivement les frontières arméniennes, iraniennes, irakiennes et enfin syriennes. Nous voici donc à Erzurum, station de sport d'hiver renommée, à 1950 mètres. La médersa Yakoutiye, d'origine seldjoukide et flanquée d'un minaret ilkhanide, est dotée d'un petit musée ethnographique. Un groupe de tombeaux comprend la sépulture d'un émir seldjoukide. Une église russe du XIXe siècle s'est vue adjoindre 2 minarets pour la transformer en mosquée. C'est par la porte au lion que nous pénétrons dans la ville d'Ani, défendue par une double enceinte flanquée de nombreuses tours. Capitale de l'Arménie vers l'an 1000, sa population compta jusqu'à 100 000 habitants. De nombreux bâtiments sont malheureusement en ruine, mais on peut encore se faire une idée de la qualité architecturale du site. La rivière Akourian marque la frontière entre la Turquie et l'actuelle Arménie. Un pont, dont on voit les ruines, donnait accès à la ville d'Ani. La ville aux 1001 églises sera prise par les Mongols vers 1235 et abandonnée au XIVe siècle après le passage de Tamerlan. Notre route nous mène sur le haut plateau arménien vers la ville de Dogubeyazit, en longeant une chaîne de montagnes dont le mont Ararat est le sommet le plus élevé à 5165 mètres, le plus haut de Turquie. Si l'on en croit la Genèse,
l'arche de Noé s'arrêta sur les monts d'Ararat. Parmi les nombreuses hypothèses concernant l'endroit exact, on peut retenir le site de Duripinar, où l'on trouve une formation rocheuse ayant l'allure d'un bateau. Non loin de Dogoubeyazit, le palais d'Ishak Pacha fascine par un étonnant mélange architectural. Il fut construit à la fin du XVIIe siècle par le gouverneur kurde local, enrichi par le contrôle de cette portion de la route de la soie. La route qui nous conduit au lac de Van longe la frontière iranienne et traverse des champs de lave. Du haut de la citadelle, la vieille ville, la nouvelle et le lac. La colline est dominée par les débris d'une forteresse urartéenne. Les magasins contenaient des jarres remplies de grains calcinés. À l'extrémité de la plateforme se dresse le temple, où l'on peut voir la pierre à sacrifice, mais aussi des inscriptions en urartéen que nous traduit par l'intermédiaire de notre guide, une des rares personnes connaissant encore cette langue. Mon père était le grand roi de Touchba. Sur la petite île d'Agdamar s'élève l'église de la Sainte-Croix, un des chefs-d'œuvre de l'architecture arménienne. Elle fut bâtie en 915 sous forme d'une tétraconque agrémentée d'une coupole reposant sur un tambour à 16 faces. Les murs extérieurs sont abondamment ornés de superbes frises sculptées sur 3 registres. Sous les corniches court tout un bestiaire d'animaux sauvages et de masques humains. Au 2e registre, des animaux réels et fantastiques s'enchevêtrent dans une frise de rinceaux de vigne. Enfin, le registre inférieur est consacré à des scènes de l'Ancien Testament,
des représentations du Christ, de la Vierge et des saints martyrs arméniens. Devant la façade sud, probablement au XIIe siècle, on a ajouté le clocher, qui empêche de voir le fronton. Les bas-reliefs représentent entre autres Jonas avalé par la baleine, Noé ivre retrouvé nu dans les vignes, le Christ trônant en majesté, adoré par un ange, la Vierge et l'enfant. À droite du clocher, voici le prophète Élie, Saul, roi d'Israël, David et Goliath. Sur le tympan, dissimulé par le clocher, Saint Luc l'évangéliste. Nous voici devant la façade est. Sur le tympan, l'évangéliste de service est Saint Jean. En dessous à gauche, Saint Jean-Baptiste tend le bras vers Saint Grégoire l'Illuminateur, fondateur de l'église harmonieuse. La façade nord est partiellement cachée par une construction récente. On peut néanmoins y voir Saint Marc l'évangéliste, Samson tuant un lion, la tentation d'Ève, David ouvrant la gueule à un lion, les 3 Hébreux dans la fournaise et Daniel dans la fosse aux lions. Un genre de narthex a été ajouté au XVIIIe siècle, dissimulant en partie la façade ouest. Son tympan est défendu par Saint Matthieu. On peut y voir le roi offrant la maquette de l'église. À l'est de l'église, un cimetière comporte d'anciennes stèles appelées Katchar. Les fresques intérieures sont assez mal conservées. L'abside orientale comporte toutefois quelques belles représentations de saints. L'abside occidentale propose entre autres la résurrection de Lazare et l'entrée à Jérusalem. Nous quittons le lac de Vannes à 1700 mètres d'altitude pour nous diriger vers le Nemrut d'Agi Caldera. À 2035 mètres d'altitude, nous voici au sommet du mont Nemrut, c'est-à-dire au cœur d'un immense cratère de 48 km² où se déploient 2 lacs. Au bord du petit lac, nous faisons quelques rencontres. Un jaillissement de bulles rappelle la nature volcanique du lac. En route vers Alat, sur la rive occidentale du lac, un troupeau de chèvres est regroupé pour la trêve. À proximité du village d'Alat se dresse le mausolée de l'émir Bayindir, flanqué d'une petite mosquée datant du XVe siècle, tandis que dans le cimetière de Meydanchik
s'élèvent dans les herbes et les chardons des milliers de stèles de l'époque mongole. Non loin de là s'élève le mausolée d'Ushta Shagird, une tour funéraire cylindrique du XIIIe siècle. Un groupe d'enfants nous souhaite la bienvenue. Başlamadı mı televizyonda? Hadi gelip seyredelim. Hadi ben çekerim. Çekme. Çek live. À Bitlis, le beau bâtiment de l'ancienne médersa Ilassié, datant du XIIIe siècle, a été investi par l'Office du tourisme. Il est entouré de plusieurs turbées ou monuments funéraires. Dans la vieille ville, le complexe Serré-Fillé comporte une médersa et une mosquée qui s'ouvrent par un beau portail à stalactites découpé d'un arc trilobé en pierre noire et blanche. Nous suivons les méandres de la vallée encaissée du Tigre vers la ville de Hasan Cave. Ces bancs rocheux sont creusés de nombreux habitats troglodytiques. Le mausolée de Zeyn el-Bey, situé le long du fleuve sous les vestiges de l'ancienne cité d'Hasan Cave, dont on distingue la mosquée et la tour du Grand Palais, est un des rares monuments de style entièrement persan en Anatolie. Ce mausolée, ainsi que la ville basse d'Hasan Cave, risque d'être englouti si le projet de barrage Ilisu est maintenu. Nous voyons ici la mosquée Er-Risk et les vestiges du vieux pont de pierre. Le deuxième minaret est celui de la mosquée du sultan Suleyman. L'accès à la ville haute et à la citadelle est désormais interdit suite au risque de dégradation de la roche. De loin, on peut encore distinguer les ruines du petit palais, de la grande mosquée et du grand palais, ainsi que des grottes troglodytiques. À Midiyat, les ruelles se faufilent entre les épais murs de superbes maisons en terrasse, aux façades délicatement ciselées. Notre hôtel de charme est aménagé dans l'une d'entre elles. La ville de Mardin
s'étale sur le versant méridional d'un monticule culminant à 1200 mètres, dominé par la forteresse. Les maisons et les palais cascadent de terrasse en terrasse, avec une régularité juste brisée par l'élan des minarets. Le marché, toujours haut en couleur. À quelques kilomètres de Mardin, le monastère de Deir ol-Zafaran a été construit sur l'emplacement d'un temple du soleil datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Sur le bâtiment d'origine, à 3 étages, se sont greffées d'autres constructions, mais l'ensemble conserve une remarquable unité architecturale. L'église Mar Ananiyo conserve de part et d'autre de l'autel en pierre taillée 2 chaises en bois précieux. Un autel très original en bois ciselé caractérise l'église de la Vierge Marie, ainsi qu'un baptistère octogonal datant du 5e siècle. Il faut se reporter aux environs du 10e millénaire avant Jésus-Christ, soit environ 7 millénaires avant les premières pyramides de Saqqara, pour trouver les origines du site de Göbekli Tepe, ce qui se traduit par montagne du nombril. Le site se déploie sur un tertre artificiel de 15 mètres de hauteur. Le temple proprement dit est une construction à ciel ouvert, constituée d'une série de cercles concentriques entourés d'un mur de moellons. Chacun de ces cercles est fait de mégalithes en forme de T, finement sculptés, représentant des animaux. Du sommet du tumulus, la vue s'étend sur la plaine. La ville d'Urfa, qualifiée de glorieuse en 1984, est ainsi devenue Sanli Urfa. Une tradition assure qu'Abraham s'y serait arrêté et aurait critiqué les divinités locales au nom du Dieu unique. Le roi assyrien, Nemrod, condamna alors l'impie à être jeté sur un bûcher. Mais Dieu vint au secours du patriarche, changeant le feu en eau et les bûches en poissons. La citadelle est flanquée de 2 colonnes, appelées trônes de Nemrod. Une des spécialités d'Urfa sont les aubergines séchées.
Une autre, la dinanderie. Nous quittons Urfa et rencontrons nos premiers pistachiers, ainsi que des lignes haute tension annonciatrices du barrage Atatürk, pièce maîtresse du programme GAP d'aménagement des bassins de l'Euphrate et du Tigre. C'est d'ailleurs en suivant l'Euphrate que nous arrivons dans l'ancien petit royaume de Commagène, qui eut son heure de gloire au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le roi Antiochos Ier. C'est ce dernier qui fit construire le mausolée du mont Nemrut, après avoir instauré le culte du roi Dieu pour lui-même et ses ancêtres. Bâti au sommet de la montagne, à 2150 mètres d'altitude, le monument est un tumulus de pierre concassée de 150 mètres de diamètre et de 50 mètres de haut. Au pied de cet impressionnant tumulus, des géants gardent 2 terrasses. Voici celle de l'Est, au lever du soleil. Sur une estrade surélevée se dressent 5 statues colossales de 9 mètres de haut, représentant des divinités assises sur leur trône. Ceux-ci n'ont pas bougé, mais les têtes ont basculé à terre. Encadrées par un lion et un aigle, elles figurent de gauche à droite le dieu Apollon, la déesse Tyché, Zeus ou Ahura Mazda dans le panthéon iranien, Antiochos Ier et enfin Héraclès. En fin d'après-midi, la lumière est moins bonne. La terrasse ouest présente une disposition analogue à celle de la terrasse est. On y retrouve les mêmes têtes visant au sol, mais de plus belle facture. Non loin de ce site grandiose, le petit tumulus de Caracus semble bien modeste. C'est dans la grande ville de Gaziantep que se termine notre périple. Capitale de la pistache et des produits dérivés, Gaziantep possède un beau bazar, semblable à celui d'Alep, si proche. Une citadelle, de nombreuses mosquées complètent le tableau. Mais c'est le musée archéologique qui justifie l'arrêt à Gaziantep. En effet, y sont exposées de superbes mosaïques de l'époque romaine, trouvées sur le site de Zeugma et sauvées in extremis du naufrage sous les eaux du barrage de Berejik.